Le monde ne joue jamais franc jeu. Peu importe votre honnêteté, quelqu'un vous trahira. Peu importe vos compétences, quelqu'un de moins qualifié prendra votre place. C'est la réalité brute. Mais ceux qui comprennent cette réalité, ils survivent. Et ceux qui survivent, ils dominent. Il existe un pouvoir invisible que tout le monde ressent sans jamais le voir. On l'appelle l'intelligence sombre. Elle naît dans les moments de trahison, d'humiliation, de défaite. Là où d'autres s'effondrent, vous bâtissez votre force sur cette douleur. C'est l'intelligence qui observe en silence, qui écoute sans juger et qui frappe au moment parfait. Pendant que les autres s'emportent, vous collectez des informations. Pendant qu'ils s'enflamment, vous calculez. Pendant qu'ils se noient dans leurs émotions, vous dessinez l'avenir. La plupart des gens jouent aux dames. Vous êtes sur le point d'apprendre à jouer aux échecs. Mais avant d'aller plus loin, je dois être absolument clair. Ce savoir est fait pour vous protéger, jamais pour détruire. Utilisez-le pour vous défendre, pas pour blesser les innocents. L'objectif est de comprendre le jeu, pas de devenir le méchant de l'histoire. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 8 traits psychologiques qui séparent les survivants des victimes, les leaders des suiveurs, les gagnants des perdants. Maintenant, je veux que vous écriviez cette affirmation en commentaire. Je choisis d'être stratégiquement intelligent, pas émotionnellement réactif. Déverrouillons ensemble les secrets que les puissants ne veulent pas que vous connaissiez. Vous ne révélez jamais complètement vos intentions. Vous ne montrez que le strict nécessaire. Quand les gens ne connaissent que la moitié de l'histoire, ils comblent les blancs avec leur imagination. Et cette imagination, elle les contrôle. Machiavel disait « Tout le monde voit ce que vous semblez être. Peu savent vraiment qui vous êtes. » Pensez aux personnes les plus fascinantes que vous connaissez. Elles ne racontent jamais tout. Elles laissent des vides dans leurs récits. Elles répondent aux questions par d'autres questions. Elles sourient quand vous attendez une explication. Ce n'est pas du mensonge, c'est de la communication stratégique. Voici ce qui se passe dans la plupart des conversations. Quelqu'un vous pose une question et vous vous sentez obligé de donner une réponse complète. Vous expliquez vos motivations, vos peurs, vos projets. Vous pensez construire la confiance par l'honnêteté. En réalité, vous donnez votre pouvoir. Les personnes intelligentes comprennent que le mystère crée l'influence. Quand vous ne révélez pas tout, les gens deviennent curieux. La curiosité mène à l'intérêt. L'intérêt mène au respect. Et le respect mène à l'influence. Imaginez qu'on vous demande vos plans pour le week-end. La plupart répondent « Oh, je reste à la maison, je vais probablement regarder des films. » C'est transparent, mais aussi totalement oubliable. À la place, vous pourriez dire « J'ai quelque chose d'important à régler. » Puis, changez de sujet. Sentez-vous la différence? La première réponse vous rend prévisible. La seconde vous rend intéressant. Cela ne signifie pas être impoli ou secret sur tout. Cela signifie être sélectif sur ce que vous partagez et quand vous le partagez. Les personnes les plus accomplies dans tous les domaines maîtrisent ce principe. Elles révèlent juste assez pour maintenir l'intérêt, mais jamais assez pour perdre leur avantage. Votre information est votre monnaie. Ne la dépensez pas d'un coup. Quand vous pratiquez l'opacité calculée, les gens commencent à prêter plus d'attention à vos paroles, car ils savent que vous ne dites pas tout. Vos mots portent plus de poids parce qu'ils sont rares. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas d'être mystérieux pour le plaisir de l'être. L'objectif est de garder le contrôle sur votre récit et vos relations. Vous n'êtes pas la même personne avec tout le monde. Vous ajustez votre personnalité selon votre interlocuteur. Les gens pensent vous connaître, mais ils ne connaissent qu'une seule version de vous. Machiavel disait « Un prince doit veiller à ce que ses paroles reflètent toujours les 5 qualités suivantes. Miséricorde, loyauté, humanité, droiture et religiosité. » Ce n'est pas être faux, c'est être efficace. Vous le faites déjà naturellement. Vous ne parlez pas de la même manière à votre grand-mère qu'à vos amis. Vous n'agissez pas de la même façon en entretien d'embauche qu'à une fête. Vous présentez différentes facettes de votre personnalité selon les situations. La persona adaptative rend cette tendance naturelle intentionnelle. Chaque personne que vous rencontrez a des valeurs différentes,
des styles de communication différents, des façons différentes de traiter l'information. Si vous utilisez la même approche avec tout le monde, vous connecterez avec certains et en manquerez complètement d'autres. Les personnes intelligentes étudient leur interlocuteur et ajustent leur communication en conséquence. Sont-ils analytiques? Donnez-leur des faits et des données. Sont-ils émotionnels? Connectés avec leurs sentiments. Sont-ils pragmatiques? Montrez-leur comment ça fonctionne. Sont-ils visionnaires? Peignez la grande image. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de l'intelligence communicationnelle. Pensez à l'eau. L'eau prend la forme du contenant dans lequel elle se trouve. Mais elle ne perd jamais ses propriétés essentielles. Elle reste de l'eau, qu'elle soit dans une tasse, une bouteille ou un lac. Votre persona adaptative fonctionne de la même manière. Vous ajustez votre présentation pour s'adapter à la situation. Mais vous ne perdez jamais vos valeurs et principes fondamentaux. L'erreur que font la plupart des gens est de penser qu'ils doivent être authentiques de la même façon avec tout le monde. Mais l'authenticité ne signifie pas être identique dans chaque situation. Elle signifie être véritablement vous-même, tout en adaptant votre expression pour être le plus efficace. Quand vous maîtrisez la persona adaptative, vous devenez quelqu'un qui peut se connecter avec n'importe qui. Les gens se sentent compris en votre présence, parce que vous parlez leur langue. Cette compétence devient incroyablement puissante dans les négociations, les situations de leadership et la construction de relations. Vous ne forcez pas les gens à vous comprendre. Vous leur facilitez la connexion avec vous. Mais voici l'avertissement. Ne vous adaptez jamais au point de vous perdre. Vos valeurs, votre intégrité, vos principes fondamentaux ne doivent jamais changer. Seule votre présentation doit s'adapter. Les personnes les plus fortes sont comme des diamants. Elles ont de multiples facettes, mais elles restent une seule pierre solide. Vous n'êtes l'esclave d'aucune relation, émotion ou opinion. Ce que vous n'avez pas peur de perdre ne peut pas vous contrôler. Ce qui ne peut pas vous lier ne peut pas vous manipuler non plus. Machiavel disait « Puisque l'amour et la crainte peuvent difficilement exister ensemble, s'il faut choisir entre les deux, il est bien plus sûr d'être craint qu'aimé. » Le détachement est probablement le concept le plus incompris de l'intelligence sombre. Les gens pensent que c'est être froid ou indifférent. C'est faux. C'est être libre. La plupart des gens sont contrôlés par leurs attachements. Ils ont peur de perdre leur emploi, alors ils acceptent les mauvais traitements. Ils ont peur de perdre une relation, alors ils compromettent leurs valeurs. Ils ont peur de perdre l'approbation. Alors ils disent ce que les gens veulent entendre, au lieu de ce qui doit être dit. La peur de perdre vous rend faible. La liberté face à cette peur vous rend puissant. Cela ne signifie pas que vous ne devriez rien valoriser. Cela signifie que vous ne devriez être désespéré pour rien. Imaginez, 2 personnes négocient un contrat. La personne A a vraiment besoin que ce deal fonctionne. Elle compte dessus. Elle a déjà fait des plans en partant du principe que ça va marcher. La personne B aimerait que le deal fonctionne, mais elle a d'autres options. Elle est prête à partir si les conditions ne sont pas bonnes. Qui, selon vous, a le plus de pouvoir dans cette négociation? La personne B, évidemment. Parce qu'elle n'est pas attachée au résultat, elle peut négocier depuis une position de force. Le détachement vous donne de la clarté. Quand vous n'êtes pas émotionnellement investi dans le fait d'avoir raison, vous voyez les situations plus clairement. Quand vous n'êtes pas désespéré pour l'approbation, vous prenez de meilleures décisions. Quand vous n'avez pas peur d'être seul, vous choisissez de meilleures relations. Le paradoxe est celui-ci. Moins vous avez besoin de quelque chose, plus vous êtes susceptible de l'obtenir. Pensez aux personnes confiantes. Elles ne sont pas confiantes parce que tout se passe toujours comme elles le veulent. Elles sont confiantes parce qu'elles savent qu'elles iront bien, même si les choses ne se passent pas comme prévu. C'est ça, le pouvoir du détachement. Cela ne signifie pas être négligent ou indifférent. Vous devriez toujours travailler dur pour vos objectifs et vous soucier des gens dans votre vie. Mais vous ne devriez jamais être si attaché à un résultat que vous perdez votre capacité à penser clairement et à agir stratégiquement. Le détachement vous protège aussi de la manipulation. Quand quelqu'un essaie de vous menacer de vous retirer quelque chose que vous n'avez pas peur de perdre, sa menace n'a aucun pouvoir.
La personne la plus dangereuse dans une pièce est celle qui n'a rien à perdre. Mais la personne la plus puissante dans une pièce est celle qui a tout à gagner et rien à craindre. Pratiquez cela graduellement. Commencez par de petites choses. Ne soyez pas si attaché à gagner chaque argument. Ne soyez pas si attaché à être aimé de tous. Ne soyez pas si attaché à ce que vos plans se déroulent exactement comme vous l'aviez imaginé. En développant cette compétence, vous remarquerez quelque chose d'intéressant. Les gens commencent à vous traiter avec plus de respect. Ils sentent que vous ne pouvez pas être facilement contrôlé. Et cela commande le respect. Rappelez-vous, le détachement ne signifie pas ne pas se soucier. Il signifie se soucier sans être contrôlé par ce souci. Vous n'appliquez pas la pression directement. Vous attendez. Quand les gens font des erreurs et deviennent vulnérables, votre simple présence silencieuse devient l'influence la plus lourde dans la pièce. Machiavel disait « Rien de grand ne fut jamais accompli sans danger ». La plupart des gens pensent que le pouvoir est bruyant. Ils pensent qu'il s'agit d'élever la voix, de faire des demandes, d'imposer sa volonté aux autres. C'est du niveau amateur. Le vrai pouvoir murmure. Le levier silencieux est l'art de créer de l'influence sans dire un mot. Il s'agit de vous positionner de telle sorte que votre simple présence change la dynamique de n'importe quelle situation. Voici comment ça fonctionne. Au lieu de dire aux gens quoi faire, vous créez des situations où ils veulent naturellement faire ce qui vous profite. Au lieu d'exiger le respect, vous vous rendez indispensable. Au lieu de vous battre pour le pouvoir, vous faites en sorte que les gens vous le donnent volontairement. Décomposons cela avec des exemples pratiques. Dans les conversations, le levier silencieux signifie savoir quand faire une pause. La plupart des gens sont mal à l'aise avec le silence. Alors ils le remplissent de mots. Souvent, ces mots révèlent plus qu'ils ne voulaient partager. Quand vous êtes à l'aise avec le silence, vous contrôlez le rythme de la conversation. La prochaine fois qu'on vous pose une question difficile, ne répondez pas immédiatement. Faites une pause. Regardez-les pensivement. Laissez le silence s'étirer quelques secondes. Puis, donnez votre réponse. Observez comment cela change le poids de votre réponse. Dans les négociations, le levier silencieux signifie avoir des alternatives que vous n'avez pas besoin de mentionner. Quand l'autre personne sait que vous avez des options, elle négocie différemment. Vous n'avez pas besoin de menacer de partir. Votre volonté de partir suffit. Dans les relations, le levier silencieux signifie être la personne qui apporte de la valeur sans demander de reconnaissance. Quand vous améliorez constamment la vie des autres, ils veulent naturellement vous garder dans leur vie. Vous n'avez pas à exiger la loyauté. Vous la gagnez par vos actions. Dans les environnements professionnels, le levier silencieux signifie devenir la personne vers qui tout le monde se tourne pour des solutions. Vous n'annoncez pas que vous êtes le résolveur de problèmes. Vous résolvez simplement les problèmes de manière constante, jusqu'à ce que tout le monde sache qu'on peut compter sur vous. La clé du levier silencieux est la patience. Vous ne cherchez pas des résultats immédiats. Vous construisez une influence à long terme. La plupart des gens veulent une gratification instantanée. Ils veulent voir des résultats immédiats de leurs efforts. Mais le levier silencieux fonctionne différemment. Vous plantez des graines et attendez qu'elles poussent. Vous faites des investissements et attendez qu'ils portent leurs fruits. Cela nécessite un état d'esprit différent. Vous devez être à l'aise avec la gratification différée. Vous devez avoir confiance que vos actions constantes créeront éventuellement l'influence que vous recherchez. Que se passe-t-il quand vous maîtrisez le levier silencieux? Les gens commencent à venir vers vous pour des conseils sans que vous ne les offriez. Ils commencent à chercher votre approbation sans que vous ne la demandiez. Ils commencent à suivre votre exemple sans que vous ne le leur demandiez. Vous devenez la force tranquille qui façonne les résultats sans que personne ne réalise que c'est en train de se produire. Mais il y a une considération éthique importante ici. Le levier silencieux ne devrait jamais être utilisé pour manipuler les gens à faire des choses qui leur nuisent. L'objectif est de créer des situations gagnant-gagnant où tout le monde bénéficie. L'utilisation la plus éthique du levier silencieux est d'influencer les gens vers de meilleures décisions pour eux-mêmes et pour les autres. Vous ne les trompez pas. Vous les guidez vers des résultats qui servent l'intérêt de tous. Rappelez-vous, le levier silencieux n'est pas passif. Vous agissez toujours. Vous faites toujours des mouvements.
Vous le faites juste silencieusement et stratégiquement au lieu de bruyamment et évidemment. Vous reflétez les besoins et les peurs les plus profonds des gens. Ils pensent que vous parlez leur langue. Mais en réalité, vous gagnez en compréhension et en influence. Machiavel disait « Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par la main, car tout le monde peut voir et peu peuvent sentir. Tout le monde voit ce que vous semblez être. Peu savent vraiment qui vous êtes. » L'écho psychologique consiste à devenir un miroir qui reflète ce que les gens ont besoin de voir et d'entendre. Ce n'est pas de la tromperie, c'est de la compréhension profonde et de la communication stratégique. Les gens n'achètent pas des produits, des services ou des idées. Ils achètent des solutions à leurs problèmes et la satisfaction de leurs désirs. Quand vous pouvez identifier et refléter leurs véritables besoins, vous devenez incroyablement précieux pour eux. La plupart des gens sont terribles à cela, parce qu'ils sont trop concentrés sur ce qu'ils veulent dire, au lieu de ce que l'autre personne a besoin d'entendre. Laissez-moi vous expliquer comment l'écho psychologique fonctionne en pratique. D'abord, vous devez devenir un étudiant de la nature humaine. Vous devez comprendre que chaque personne que vous rencontrez porte des fardeaux invisibles, des désirs secrets et des peurs non exprimées. Votre travail est d'écouter les indices sur ce qu'il pourrait être. Quand quelqu'un parle de son travail, il ne partage pas juste de l'information. Il révèle comment il se voit lui-même, ce qu'il valorise et ce qui l'inquiète. Quand quelqu'un parle de ses relations, il vous montre ses schémas émotionnels et ses besoins les plus profonds. La plupart des gens écoutent pour répondre. Vous devez écouter pour comprendre. Voici un cadre pratique. Chaque personne que vous rencontrez pose 3 questions silencieuses. Me voyez-vous? Me comprenez-vous? M'appréciez-vous? Quand vous pouvez répondre oui à ces 3 questions à travers vos paroles et vos actions, vous créez une connexion puissante. La technique de l'écho psychologique implique de refléter non seulement ce que les gens disent, mais ce qu'ils veulent dire. Vous écoutez l'émotion derrière les mots, le besoin derrière la plainte, la peur derrière la colère. Par exemple, si quelqu'un dit « Je déteste mon travail », la plupart des gens pourraient répondre avec des conseils sur comment trouver un nouveau travail. Mais si vous écoutez plus profondément, vous pourriez entendre qu'ils se sentent en réalité non appréciés, pas assez challengés ou incertains de leur avenir. Une réponse d'écho psychologique pourrait être « On dirait que tu ne te sens pas valorisé pour tes contributions » ou « Il semble que tu sois prêt pour quelque chose qui te défie davantage ». Remarquez la différence. Au lieu de sauter aux solutions, vous reflétez leur expérience émotionnelle. Cela fait que les gens se sentent compris, ce qui crée la confiance et l'influence. La clé est de refléter la version positive de ce qu'ils expriment. Si quelqu'un se plaint d'être submergé, vous pourriez refléter son dévouement et ses standards élevés. Si quelqu'un exprime de la frustration face à une situation, vous pourriez refléter son désir d'excellence. Cette technique fonctionne parce que les gens ont un besoin psychologique profond de se sentir compris. Quand vous démontrez que vous les voyez vraiment, ils vous font automatiquement plus confiance et valorisent plus vos opinions. Mais voici où ça devient vraiment puissant. Une fois que vous comprenez les besoins et les peurs fondamentaux de quelqu'un, vous pouvez positionner vos idées, suggestions et demandes en termes qui leur parlent naturellement. Si quelqu'un valorise la sécurité, vous présentez vos idées en termes de sûreté et de stabilité. Si quelqu'un valorise la reconnaissance, vous présentez vos idées en termes d'accomplissement et de reconnaissance. Si quelqu'un valorise la liberté, vous présentez vos idées en termes d'indépendance et de choix. Vous ne changez pas votre message. Vous changez comment vous présentez votre message pour correspondre à leur profil psychologique. C'est incroyablement puissant en leadership, en vente, en parentalité et dans les relations. Quand les gens sentent que vous les comprenez à un niveau profond, ils veulent naturellement travailler avec vous, vous suivre et vous soutenir. La façon éthique d'utiliser l'écho psychologique est de véritablement vous soucier de comprendre les gens et de les aider à obtenir ce dont ils ont besoin. Quand vous utilisez cette technique pour servir l'intérêt supérieur des autres, elle devient un outil pour construire des relations plus fortes et plus significatives. Vous n'êtes ni bon ni mauvais.
vous obtenez simplement des résultats. Le vrai pouvoir ne vient pas toujours en noir et blanc. Parfois, il vit dans les zones grises. Machiavel disait « Puisqu'il est difficile de les joindre ensemble, il est plus sûr d'être craint qu'aimé quand l'un des deux doit manquer. » C'est le trait le plus controversé de l'intelligence sombre, et c'est celui qui est le plus mal compris. Alors, laissez-moi être très clair sur ce que cela signifie, et ce que cela ne signifie pas. La moralité ambiguë ne signifie pas n'avoir aucune morale. Elle ne signifie pas faire ce que vous voulez indépendamment des conséquences. Elle ne signifie pas blesser les gens pour avancer. Ce que cela signifie, c'est comprendre que le monde réel est compliqué. Parfois, faire la bonne chose à court terme mène à de pires résultats à long terme. Parfois, être gentil permet les mauvais comportements. Parfois, protéger les gens nécessite de prendre des décisions qui ne sont pas jolies. Voici la réalité. La clarté morale pure est un luxe que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre quand ils gèrent des situations complexes impliquant de vraies conséquences. Laissez-moi vous donner quelques exemples pour illustrer ce concept. Imaginez que vous êtes en position de leadership et vous découvrez qu'un membre de l'équipe ment constamment aux clients et endommage les relations. La chose gentille à faire serait peut-être de lui donner une autre chance, de fournir plus de formation et d'espérer qu'il s'améliore. Mais qu'en est-il des autres membres de l'équipe qui travaillent honnêtement? Qu'en est-il des clients qui sont trompés? Qu'en est-il de la santé à long terme de l'organisation? Quelqu'un avec une moralité ambiguë pourrait décider que protéger le grand nombre est plus important qu'être gentil avec un seul. Il pourrait prendre la décision difficile de retirer cette personne de l'équipe, même si cela semble dur. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'éthique pragmatique. Autre exemple, quelqu'un vous demande conseil sur une relation que vous voyez clairement comme toxique et destructrice. La chose gentille à faire serait peut-être d'être soutenant et d'éviter de dire quoi que ce soit de négatif. Mais quelqu'un avec une moralité ambiguë pourrait décider que la vraie gentillesse nécessite de dire la vérité difficile, même si cela blesse temporairement les sentiments de la personne. Le principe clé ici est de se concentrer sur les résultats plutôt que sur les apparences. Parfois, l'action qui semble bonne en surface crée de mauvais résultats. Parfois, l'action qui semble dure en surface crée de meilleurs résultats pour tous les impliqués. Cela nécessite un type de pensée morale différent. Au lieu de demander « quelle action me fait paraître comme une bonne personne ?», vous demandez « quelle action mène aux meilleurs résultats pour le plus de gens ?» Cela nécessite également de prendre la responsabilité des conséquences de vos décisions, même quand ces décisions sont difficiles ou impopulaires. Mais voici la distinction cruciale. La moralité ambiguë n'est pas la même chose que l'égoïsme. Vous ne faites pas ce qui vous profite au détriment des autres. Vous prenez des décisions pragmatiques qui servent le bien commun, même quand ces décisions sont personnellement difficiles. Ce trait implique également de comprendre que différentes situations nécessitent différentes réponses. La même action qui est mauvaise dans un contexte pourrait être nécessaire dans un autre contexte. Par exemple, être complètement honnête pourrait être la bonne approche dans une relation personnelle proche, mais cela pourrait être contre-productif dans certaines négociations professionnelles où la divulgation stratégique est plus efficace. Quelqu'un avec une moralité ambiguë comprend ces nuances et adapte son approche en conséquence. Le danger de ce trait est qu'il peut être utilisé pour justifier un comportement égoïste ou nuisible. C'est pourquoi il est crucial de maintenir des directives éthiques claires sur ce que vous ferez et ne ferez pas même dans des situations complexes. Ma recommandation est d'établir des limites claires pour vous-même. Quelles sont vos valeurs non négociables? Quelles lignes ne franchirez-vous jamais? Quels résultats êtes-vous prêt à accepter la responsabilité? Dans ces limites, donnez-vous la permission d'être pragmatique et stratégique, même quand cela signifie prendre des décisions que les autres pourraient ne pas comprendre ou approuver. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas d'être aimé de tous. L'objectif est d'être efficace et éthique dans un monde complexe où les réponses simples ne fonctionnent pas toujours. Vous ne révélez pas tout sur vous-même. Moins les gens savent, plus ils supposent. Et les suppositions mènent à des erreurs qui facilitent votre stratégie. Machiavel disait « Les hommes sont si simples, d'esprit
est tellement dominée par leurs besoins immédiats qu'une personne trompeuse trouvera toujours beaucoup de gens prêts à être trompés. Dans un monde où les gens partagent chaque détail de leur vie sur les réseaux sociaux, l'exposition contrôlée peut sembler dépassée. Mais elle est en réalité plus puissante que jamais. Quand tout le monde partage trop, la personne qui partage stratégiquement se démarque. Quand tout le monde diffuse ses pensées et sentiments, la personne qui garde une part de mystère devient intrigante. L'exposition contrôlée consiste à être intentionnel avec vos informations personnelles. Il s'agit de comprendre que tout le monde n'a pas besoin de tout savoir sur vous et que le partage sélectif peut en fait renforcer vos relations et augmenter votre influence. Commençons par la psychologie derrière cela. Les humains sont des créatures naturellement curieuses. Quand nous rencontrons quelque chose d'incomplet ou de mystérieux, nos cerveaux essaient automatiquement de combler les lacunes. C'est ce qu'on appelle l'écart de curiosité. Et c'est l'une des forces psychologiques les plus puissantes du comportement humain. Quand vous pratiquez l'exposition contrôlée, vous créez des écarts de curiosité qui rendent les gens plus intéressés par vous et plus attentifs à ce que vous partagez. Pensez aux personnes les plus captivantes que vous connaissez. Elles ne vous disent probablement pas tout. Elles partagent assez pour vous garder engagé, mais elles vous laissent en vouloir plus. Ce n'est pas accidentel, c'est stratégique. Parlons maintenant des applications pratiques. Dans les environnements professionnels, l'exposition contrôlée signifie être sélectif sur les idées que vous partagez et quand vous les partagez. Cela signifie ne pas révéler toutes vos capacités d'un coup. Cela signifie garder certaines de vos connaissances en réserve pour pouvoir apporter de la valeur quand c'est le plus nécessaire. Par exemple, au lieu de montrer toutes vos compétences la première semaine d'un nouveau travail, vous pourriez les révéler progressivement au fil du temps. Cela crée l'impression que vous êtes continuellement en train de grandir et de vous améliorer plutôt que quelqu'un qui a atteint son pic trop tôt. Dans les situations sociales, l'exposition contrôlée signifie ne pas raconter toute votre histoire de vie à chaque personne que vous rencontrez. Cela signifie partager des informations personnelles graduellement à mesure que les relations se développent et que la confiance se gagne. Cela ne signifie pas être secret ou malhonnête. Cela signifie être sélectif et stratégique sur ce que vous révélez et à qui. Dans les négociations, l'exposition contrôlée signifie ne pas révéler toutes vos priorités et contraintes dès le départ. Cela signifie garder certaines informations en réserve pour pouvoir les utiliser stratégiquement au fur et à mesure que la négociation se développe. Le principe clé est celui-ci. Une information révélée ne peut jamais être non révélée. Une fois que les gens savent quelque chose sur vous, ils ne peuvent pas le désapprendre. Donc il vaut mieux pécher par prudence, en révélant trop peu plutôt que trop. Mais l'exposition contrôlée va au-delà du simple fait de retenir l'information. Il s'agit aussi de timing. La même information peut avoir des impacts complètement différents selon le moment où elle est se révéler. Par exemple, révéler une compétence ou un accomplissement particulier tôt dans une relation pourrait sembler être de la vantardise, mais révéler la même information plus tard, quand elle est pertinente pour résoudre un problème, vous fait paraître humble et serviable. L'exposition contrôlée implique également de comprendre votre audience. Différentes personnes ont besoin de savoir différentes choses sur vous. Votre niveau de divulgation devrait correspondre à la relation et à la situation. Vos amis les plus proches et les membres de votre famille devraient en savoir plus sur vous que vos connaissances occasionnelles. Vos partenaires d'affaires devraient savoir des choses différentes sur vous que vos concurrents. Vos employés devraient savoir des choses différentes sur vous que vos pairs. Ce n'est pas être faux ou manipulateur, c'est être approprié et stratégique avec vos informations personnelles. Voici un autre aspect important. L'exposition contrôlée inclut la gestion de votre empreinte numérique. Tout ce que vous publiez en ligne, chaque commentaire que vous faites, chaque photo que vous partagez, devient partie de votre dossier permanent. Les gens se formeront des opinions sur vous basées sur ces informations, souvent sans jamais vous rencontrer. Les personnes intelligentes sont intentionnelles quant à leur présence en ligne. Elles comprennent que leur persona numérique fait partie de leur stratégie globale.
pour comment elles veulent être perçues et mémorées. L'objectif de l'exposition contrôlée n'est pas d'être mystérieux pour le plaisir d'être mystérieux. L'objectif est de maintenir le contrôle sur votre récit et vos relations. Quand vous révélez des informations stratégiquement, vous pouvez guider comment les gens vous perçoivent. Vous pouvez mettre l'accent sur les aspects de votre personnalité et de votre expérience qui sont les plus pertinents pour vos objectifs actuels. Vous pouvez éviter d'être étiqueté ou stéréotypé sur la base d'informations incomplètes. Mais voici l'équilibre que vous devez maintenir. Vous voulez partager assez pour construire des connexions authentiques avec les gens, mais pas tant que vous perdez votre avantage stratégique. Les personnes les plus accomplies comprennent cet équilibre. Elles sont ouvertes et authentiques dans leurs relations, mais elles sont aussi stratégiques sur combien elles révèlent et quand elles le révèlent. Vous n'êtes pas là pour gagner des arguments ou prouver des points. Vous êtes là pour obtenir des résultats. Les personnes qui se concentrent uniquement sur les résultats ne perdent jamais de temps dans des jeux inutiles. Machiavel disait « La promesse donnée était une nécessité du passé. Le mot rompu est une nécessité du présent. » C'est le trait qui sépare les amateurs des professionnels, les rêveurs des réalisateurs et ceux qui parlent de ceux qui font. La plupart des gens se laissent distraire par des choses qui n'ont pas d'importance. Ils veulent avoir raison plus qu'ils ne veulent être efficaces. Ils veulent bien paraître plus qu'ils ne veulent obtenir des résultats. Ils veulent se sentir bien dans leur processus plus qu'ils ne veulent atteindre leurs objectifs. L'obsession du résultat coupe à travers tout ce bruit. Quand vous êtes obsédé par les résultats, vous posez des questions différentes. Au lieu de « Comment puis-je prouver que j'ai raison ?», vous demandez « Quel résultat est-ce que j'essaie d'atteindre ?» Au lieu de « Comment puis-je bien paraître dans cette situation ?», vous demandez « Quelles actions vont mener au résultat que je veux ?» Ce changement de pensée change tout. Commençons par les arguments et les désaccords. La plupart des gens abordent les arguments comme s'ils essayaient de gagner un débat. Ils se concentrent sur la preuve de leur point, attraper l'autre personne dans des contradictions et démontrer leur connaissance ou logique supérieure. Mais les personnes obsédées par les résultats abordent les désaccords différemment. Elles demandent « Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir de cette conversation ?» Peut-être veulent-elles changer le comportement de l'autre personne. Peut-être veulent-elles atteindre un compromis. Peut-être veulent-elles recueillir des informations sur la perspective de l'autre personne. Une fois qu'elles sont claires sur le résultat désiré, elles choisissent leur approche en conséquence. Parfois, cela signifie gagner l'argument, mais souvent, cela signifie quelque chose de complètement différent. Par exemple, si votre objectif est de changer le comportement de quelqu'un, prouver qu'il a tort pourrait en fait se retourner contre vous. Les gens n'aiment pas avoir tort et ils deviennent souvent plus têtus quand ils se sentent attaqués. Une meilleure approche pourrait être de les aider à atteindre la bonne conclusion par eux-mêmes. Si votre objectif est de maintenir une bonne relation tout en abordant un problème, avoir raison pourrait être moins important que de trouver une solution que tout le monde peut accepter. Cela s'applique à tous les domaines de la vie. Dans les environnements professionnels, l'obsession du résultat signifie se concentrer sur ce qui fait vraiment avancer l'entreprise plutôt que sur ce qui vous fait paraître intelligent ou important. Cela signifie choisir des projets basés sur leur impact plutôt que sur leur visibilité. Cela signifie prendre des décisions basées sur les données et les résultats plutôt que sur la politique et les préférences. Dans les relations personnelles, l'obsession du résultat signifie se concentrer sur la santé et le bonheur de la relation plutôt que sur qui a raison ou tort dans un désaccord particulier. Cela signifie choisir vos batailles en fonction de ce qui compte vraiment, plutôt que de réagir à chaque irritation mineure. Dans le développement personnel, l'obsession du résultat signifie mesurer vos progrès par des résultats réels, plutôt que par l'effort ou les intentions. Cela signifie être honnête sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, même quand c'est inconfortable. Voici où l'obsession du résultat devient vraiment puissante. Elle vous aide à éviter le piège de paraître occupé sans être productif. Beaucoup de gens confondent activité et accomplissement. Ils pensent que travailler dur mène automatiquement à de bons résultats. Mais les personnes obsédées par les résultats comprennent que vous pouvez travailler très dur sur les mauvaises choses et n'arriver nulle part,
Elle se demande constamment, est-ce que cette activité me fait vraiment avancer vers mon objectif ? Ou est-ce que je reste simplement occupé pour éviter le travail plus difficile mais plus important ? Cela mène à ce que j'appelle la paresse stratégique. Les personnes obsédées par les résultats semblent souvent en faire moins que les autres, parce qu'elles sont sélectives sur où elles mettent leur énergie. Elles se concentrent sur les 20% d'activités qui produisent 80% des résultats. Elles n'essaient pas d'être le travailleur le plus acharné. Elles essaient d'être le travailleur le plus efficace. Cela s'applique également à l'apprentissage et au développement des compétences. Au lieu d'essayer d'apprendre tout sur tout, les personnes obsédées par les résultats se concentrent sur le développement des compétences spécifiques qui auront le plus grand impact sur leurs objectifs. Elles demandent « Quel est le minimum que je dois apprendre pour obtenir des résultats maximaux ?» Ce n'est pas être paresseux ou prendre des raccourcis, c'est être stratégique et efficace. Maintenant, voici un avertissement important sur l'obsession du résultat. Elle peut devenir destructive si vous perdez de vue vos valeurs et vos relations dans la poursuite des résultats. L'approche la plus saine est d'être obsédé par les résultats dans des limites éthiques. Vos résultats désirés devraient inclure le maintien de votre intégrité, bien traiter les gens et contribuer positivement au monde qui vous entoure. Quand ces valeurs sont intégrées dans votre définition du succès, l'obsession du résultat devient une force puissante pour le bien. Un autre aspect clé de l'obsession du résultat est la volonté de changer de cap quand quelque chose ne fonctionne pas. La plupart des gens s'attachent à leurs plans et stratégies, même quand ces plans ne produisent peu pas de résultats. Les personnes obsédées par les résultats sont attachées à leurs objectifs, pas à leur méthode. Si une approche ne fonctionne pas, elles essaient une approche différente. Si une stratégie n'est pas efficace, elles développent une nouvelle stratégie. Elles ne sont pas têtues sur la façon d'atteindre leurs résultats. Elles sont seulement têtues sur l'atteinte des résultats eux-mêmes. Cette flexibilité les rend incroyablement adaptables et résilientes. Quand les circonstances changent, elles ajustent leur approche. Quand de nouvelles informations deviennent disponibles, elles mettent à jour leur stratégie. L'objectif ultime de l'obsession du résultat est de devenir quelqu'un qui accomplit constamment des choses. Pas quelqu'un qui parle d'accomplir des choses. Pas quelqu'un qui semble accomplir des choses. Quelqu'un qui produit réellement des résultats dans le monde réel. Cette réputation devient incroyablement précieuse au fil du temps. Quand les gens vous connaissent comme quelqu'un qui tient ses engagements et atteint ses objectifs, ils commencent à vous apporter de meilleures opportunités, de meilleurs partenariats et de meilleurs problèmes à résoudre. Vous venez d'apprendre les 8 traits de l'intelligence sombre, mais la connaissance sans application est inutile. Choisissez un trait qui a résonné le plus en vous. Pour les 7 prochains jours, pratiquez ce trait dans vos interactions quotidiennes. N'essayez pas de maîtriser les 8 d'un coup. Concentrez-vous sur un seul. Remarquez comment les gens réagissent différemment envers vous. Remarquez comment vous vous sentez quand vous abordez les situations avec une intelligence stratégique, au lieu d'une réactivité émotionnelle. Mais rappelez-vous ce dont nous avons parlé au début. Ce pouvoir s'accompagne de responsabilités. Utilisez ces insights pour vous protéger, pas pour nuire aux autres. Utilisez-les pour créer de meilleurs résultats pour tout le monde, pas seulement pour vous-même. Le monde a besoin de plus de personnes stratégiquement intelligentes, qui utilisent leurs connaissances de manière éthique. Des personnes qui peuvent voir à travers la manipulation et se protéger elles-mêmes et les autres. Des personnes qui peuvent naviguer dans des situations complexes et trouver des solutions qui servent le bien commun. C'est le véritable objectif de l'intelligence sombre. Pas devenir un manipulateur, mais devenir quelqu'un qui ne peut pas être manipulé. Pas gagner du pouvoir sur les autres, mais gagner du pouvoir sur vous-même et vos circonstances. La personne la plus dangereuse dans une pièce est celle qui n'a rien à perdre. Mais la personne la plus précieuse dans une pièce est celle qui comprend la psychologie humaine et utilise cette compréhension pour améliorer la vie de tous. Quel genre de personne choisissez-vous d'être ? Si cette vidéo a transformé votre façon de penser, l'intelligence et le pouvoir, cliquez sur le bouton « J'aime ». Si vous voulez plus de contenu sur la psychologie, la stratégie et le comportement humain, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Laissez un commentaire et dites-moi,
Lequel de ces 8 traits voyez-vous chez les personnes les plus accomplies autour de vous? Et lequel allez-vous pratiquer en premier? Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous, la vraie intelligence ne consiste pas seulement à être intelligent. Il s'agit d'être assez sage pour utiliser votre intelligence au service de quelque chose de plus grand que vous-même. Restez stratégique, restez éthique, restez puissant,